Salut les machines, c'est Marvin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler technologie, santé, des sujets économie un petit peu, algorithmie, des sujets un petit peu larges, mais on n'oublie pas qu'on vit quand même dans une société connectée. Et qui dit société connectée dit qu'il va falloir vivre avec cette technologie, y compris dans votre développement personnel. Si vous voulez devenir une machine, il va falloir maîtriser aussi l'aspect technologique de la vie d'aujourd'hui. Ah bah c'est super. Donc, on se retrouve avec un nouvel article. Alors, cet article va traiter d'une étude de cas et on va un petit peu mettre les informations autour pour que vous puissiez vous emparer de ces infos et du coup de mettre ça dans votre existence. Bien, alors, on se retrouve donc du coup sur l'article du jour, l'Express. Alors, l'article est un petit peu long, je vous mens pas. Donc du coup, j'ai pris des notes pour pouvoir vous le résumer et peut-être que je le ferai en deux parties la vidéo, puisque l'article est très long. Donc, je vais vous faire un résumé. D'habitude, je réagis en direct. Là, je l'ai lu une fois et j'ai mis des petites notes importantes pour que ça soit pas trop long en vidéo et que vous ennuyez pas trop, que ce soit relativement dynamique. Donc, nous nous retrouvons sur l'Express et nous allons parler, bien évidemment, de l'enfer de Molly Russell, une jeune femme qui s'est suicidée en 2017. Et chose incroyable, c'est que la justice britannique a conclu la responsabilité des réseaux sociaux dans la spirale dépressive de la jeune fille. Et selon les conclusions d'un magistrat, les algorithmes d'Instagram, Snapchat, Twitter et Pinterest ont littéralement gavé la jeune fille de contenu sur le suicide, l'automutilation et la dépression, qui l'ont enfermée dans une bulle mortifère. C'est assez inédit comme décision, puisque comme l'indique l'article, c'est bizarre. C'est peut-être la première brèche dans l'édifice des réseaux sociaux qui sont passés maîtres dans l'art de se disculper. Et les analystes, donc, du coup, veulent y voir la perspective d'une jurisprudence de portée internationale ouvrant la voie à une série de procès en nom collectif de ruineuses class action ayant la même portée que celle a connue l'industrie du tabac en 90. Alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a eu énormément de... Si on se rappelle bien, l'industrie du tabac avait fait énormément de pub et en plus avait incité les gens à fumer dans un but cool. Sauf que les réseaux sociaux sont quand même, pour moi, un petit peu plus maîtres dans l'art de justement de promouvoir des choses qui sont positives. Parce que la cigarette, au final, la seule chose qu'on pouvait promouvoir de positif, c'était l'aspect social, l'aspect cool, qui pouvait plaire à des gens qui étaient en difficulté, forcément, de interagir avec les gens. Si aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que demander une clope peut être sujet de discussion pour aborder une femme, par exemple, ou se faire des amis, rencontrer des personnes, les réseaux sociaux, c'est pire que ça. C'est-à-dire vous pouvez travailler, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez parler à vos amis à l'autre bout du monde, vous pouvez tout simplement faire montrer vos créations. Bref, on est quand même sur un aspect qui vend beaucoup plus de points positifs que pouvait faire le tabac, parce que finalement le tabac, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que des plantes toxiques. Donc il y a quand même plus à faire avec les réseaux sociaux. Moi je dis allons-y quoi. Pour vous donner un petit peu le résumé de Molly Russell, donc c'est une jeune femme qui s'est pendue le 20 novembre 2017 vers minuit 45 et elle s'est connectée sur son compte Instagram et avait sauvegardé sur son téléphone encore un contenu supplémentaire sur le suicide, la dépression, etc. Une descente aux enfers qui a duré moins d'1 an. Et bien évidemment, les parents ont noté un changement d'humeur et extraversion, dans le comportement de Molly. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les 6 mois précédents la mort de Molly, c'est qu'elle avait été soumise à plus de 16 300 éléments, dont 2100 étaient directement liés de manière explicite à la dépression, avec 138 vidéos
que l'adolescente enchaînée. Vous savez, hein, les fameux vidéos short que vous pouvez scroller à toute allure, toutes les 10 secondes, maximum 1 minute. Vous savez, ça va très vite, c'est très addictif et on verra pourquoi. Et en plus, ces vidéos ne sont jamais lancées au hasard. Alors sur Twitter, Molly avait créé un compte sous l'identité @idfcnomore, I don't fucking care no more, donc je n'ai plus rien à foutre en français. Donc forcément, si vous comprenez bien l'algorithme fonctionne de la manière suivante. Son objectif, puisqu'on gagne de l'argent en fonction des données personnelles, c'est que l'algorithme a pour objectif de cerner votre personnalité, votre vie, dans l'objectif finalement de vous alimenter sans réfléchir en contenu que vous adorez, pour que vous puissiez consommer. Plus vous consommez, plus vous donnez de données personnelles, plus il gagne de l'argent. Donc il y a évidemment une course à l'attention, puisque cette attention est elle-même monétisable et monétisée. Donc, juste le pseudo peut déjà orienter l'algorithme sur votre humeur, sur ce que vous avez l'habitude d'aimer, sur ce que vous avez envie de faire, sur les réseaux, ce que vous pensez, et ensuite c'est alimenté par les partages, les likes, avec qui vous êtes abonné, qui vous êtes amis, etc., etc. Déjà le fait qu'on mette un pseudo avec I don't fucking care no more veut tout simplement dire que déjà on est sur des contenus où on en a rien à foutre. Donc l'algorithme va mettre en lumière des choses extrêmement légères, et en fonction de partage, d'enregistrement, de likes et de temps passé sur les vidéos, l'algorithme va finir par affiner. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait avec Molly Russell. C'est-à-dire que au début, les contenus étaient des contenus légers, puis plus ça allait, plus en fait elle s'orientait vers des contenus de plus en plus dangereux, de plus en plus dépressifs, et bien évidemment le fait que le cerveau soit noyé par l'information avec des taux de dopamine qui sont comme des pics, comme si vous droguiez en fait, finit par devenir complètement accro à des émotions désagréables à vivre. Le cerveau n'ayant aucune intention de vivre des émotions désagréables finit tout simplement par tomber en dépression et par trouver un moyen d'échapper à tout cela. Et qu'est-ce qu'a fait Molly ? Molly, à force de tout simplement de baigner dans ces contenus anxiogènes, dépressifs, violents, finit par être elle-même dépressive et finit par mettre fin à ses jours parce que sa vie devient extrêmement difficile à vivre. Donc voilà pourquoi finalement la justice conclut, la justice donc anglaise justifie que les réseaux sociaux ont participé à la dépression et au suicide. Alors maintenant, attention, ce n'est pas les réseaux sociaux, parce que si vous prenez différentes études, aujourd'hui, il y a des études qui disent que les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec le nombre de suicides et de pensées dépressives. On verra que dans la deuxième partie, qu'on n'oublie pas qu'il y a des lobbies qui se cachent derrière. Mais évidemment, les réseaux sociaux et les jeux vidéo ne sont que des reflets et des déclencheurs d'action. Puisque, en réalité, qu'est-ce qui amène une personne à arriver à faire ce genre d'action? C'est parce que déjà de base, il y a un problème. Si on se penche un petit peu dans la vie des adolescents, et moi ce que je vois dans ma vie de tous les jours quand je rencontre les jeunes, mais pas que les jeunes, aussi les adultes à un degré moindre, mais les adultes aussi, notamment avec les jeunes adultes, les influenceurs, notamment les jeunes femmes qui sont très 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 sensibles à ça, c'est qu'il y a un problème d'appartenance commune. C'est-à-dire, on veut appartenir à un groupe, on est alimenté de bonheur, de vie incroyable, de richesse, de corps parfait. Par hyper-comparaison, on se compare et on détruit petit à petit l'estime que nous avons de nous-mêmes, ce qui amène ensuite, malheureusement, à des ressentis extrêmement désagréables. Si vous avez suivi certaines de mes vidéos et mon livre, Le Monde des Paillettes, justement, qui parle des réseaux sociaux et de l'estime de soi, qu'est-ce qui se passe? Le concept de Bruce Lipton, qui, donc lui, professeur de biologie, a bien conclu par des études la chose suivante, c'est que le corps s'adapte en permanence à notre environnement. Notre environnement, donc par phénomène épigénétique, va faire que nos cellules vont développer des récepteurs de ce que nous avons l'habitude de manger,
de faire dans la vie et de ressentir. Ce qui fait que si vous avez l'habitude de ressentir des choses désagréables, notre corps tout entier se prépare, notamment nos cellules, à tout simplement fabriquer des récepteurs qui vont recevoir ce que les cellules ont l'habitude de recevoir. Donc, si ce sont des cellules, si ce sont des émotions désagréables, les cellules développent des récepteurs pour recevoir la nourriture quotidienne, c'est-à-dire des émotions désagréables. Alors, ces émotions désagréables ont un effet sur l'estime de soi, ont un effet du coup sur le stress. Le stress a un effet sur le corps, il épuise les réserves, notamment en magnésium, donc carence en sérotonine, donc carence en dopamine, donc forcément ces deux neurotransmetteurs baissant de manière significative entraînent la carence en GABA, qui est donc le neurotransmetteur qui nous permet d'être détendu, qui nous permet d'être de se décontracter, et donc du coup on tombe dans cette dépression, et ces états dépressifs amènent des inflammations, et c'est ces inflammations qui nous amènent dans le cycle infernal, alimentés eux-mêmes par les réseaux sociaux, parce qu'on va modifier notre comportement, puis modifier nos habitudes de consommation, liker des vidéos différentes, liker, enregistrer nos émotions du moment, et bienvenue dans l'algorithme et notre cycle infernal à l'intérieur, notre vie, notre microbiote, notre, on va dire, comment expliquer ça, notre sphère dans notre corps, tout notre écosystème dans notre corps vient tout simplement alimenter ça, et l'algorithme des réseaux sociaux vient appuyer justement sur cette faiblesse. Encore une fois, l'algorithme n'est ni bon ni mauvais, lui tout ce qu'il veut c'est que vous puissiez être capté par les contenus, que vous donniez des données personnelles, et que ensuite derrière ça vienne concrètement alimenter le réseau et donc de gagner de l'argent. Donc l'algorithme, lui, c'est pour ça que c'est difficile de condamner les réseaux sociaux, parce que l'algorithme est fatalement neutre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer des données personnelles et les vendre. Voilà. Voilà, Molly Russell, en fait, n'est que le penchant négatif des réseaux sociaux, et donc mal utilisé, le réseau social devient une arme de destruction massive, tout comme une voiture. En fait, si vous êtes au volant et que vous faites n'importe quoi, que vous avez jamais appris à conduire, vous allez foncer partout et vous allez vous tuer. Mais la voiture n'est pas dangereuse en soi, c'est comment on s'en sert. Exactement la même chose avec les réseaux sociaux. Alors, lobby et communicants, évidemment, je vous fais un petit peu un résumé. Donc, ces plateformes, évidemment, sont protégées par le blindage d'une disposition légale américaine à portée transnationale, qui les exonère de toute responsabilité par rapport au contenu qu'elles hébergent. Et donc, évidemment, on demande aux réseaux sociaux d'exercer une modération, mais cette modération est extrêmement difficile, puisqu'il y a tellement de contenu qui arrive à la seconde, que en fait il devient strictement impossible de tout modérer. Voilà. Donc d'où le fait de permettre aux jeunes, mais aussi à nous les adultes, d'améliorer notre capacité à avoir un esprit critique, et surtout de toujours multiplier ses sources. Donc du coup, vous imaginez bien que cette date datant de 1996, adoptée par le Congrès américain, n'est plus d'actualité forcément en 2023. Il est évident, et n'oublions pas que quand même l'Irlande abrite le siège des réseaux sociaux en Europe. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça génère tellement d'argent qu'on aime bien avoir envie d'avoir les GAFAM dans son pays, parce que c'est générateur d'argent. Donc du coup, on n'oublie pas par exemple que pour la seule année 2021, les 5 géants de la tech, Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, ont dépensé plus de 50 millions de dollars pour influencer les parlementaires américains, et plus de 30 millions d'euros en direction de la Commission européenne. Donc, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, elles ont la même puissance économique que les manipulateurs du pétrole, de l'armement et bien évidemment les labos pharmaceutiques. Ça pose bien évidemment question. Alors évidemment, TikTok, devenu expert en la matière en ce qui concerne l'influence, puisque TikTok chinois n'est pas le même que TikTok mondial. D'ailleurs, les Américains
experts de l'espionnage se sont rendus compte que TikTok avait malheureusement une influence et une stratégie commerciale et d'influence extraordinaire par son algorithme qui est légèrement différent que Instagram. Et donc forcément, il y a eu une controverse aux États-Unis pour des questions de sécurité nationale. Évidemment, les Américains ne sont pas stupides. Ils ont bien compris que eux-mêmes étant les champions du monde de l'espionnage, ils ont bien compris que les Chinois faisaient exactement la même chose et que TikTok aujourd'hui a réussi carrément même à mettre dans la poche certains médias français et bien évidemment même Sciences Po. Donc TikTok France ne pouvait espérer meilleure validation. Voilà, c'est écrit et évidemment on peut se poser la question évidemment sur comment les adultes vont s'emparer de cette technologie et bien évidemment la solitude des parents et des jeunes sur ces plateformes. Que le cas Molly est évidemment le seul, et je veux bien vous dire que dans mon expérience personnelle avec plus de 100 000 jeunes vus à mon actif, plus les adultes en accompagnement, je peux vous garantir qu'il y a un gros problème dans la parentalité au numérique, un gros problème chez les jeunes adultes et leur communication sur les réseaux sociaux, et bien évidemment de plus en plus d'adultes perdus dans leur vie personnelle, noyés par un influx massif de la dopamine et des influences sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, non-maîtrise de la technologie amène des erreurs sur Internet, peut bien évidemment détruire la vie des gens. Et c'est pour ça que, non pas qu'il faille refuser les réseaux sociaux, puisqu'on se parle avec ça, la preuve, mais bien évidemment qu'il faille bien réfléchir à ce que l'on fait et à comment on manipule les écrans dans notre vie quotidienne. Molly n'est pas la seule histoire, puisqu'il y a l'histoire de Kira qu'on va voir juste là. Moi, je peux vous parler tout simplement de jeunes qui ont observé des adultes mal faire, comme ce jeune de 6e que j'ai vu dans un collège en Gironde, qui a envoyé son pénis via Snapchat à une élève de 5e dont il était amoureux pour exprimer ses sentiments envers cette jeune fille. La jeune fille a screené la photo et l'a diffusée dans tout le collège. Voilà un exemple de ce que j'ai vu, c'en est un, ou encore cette jeune fille de 10 ans que j'ai vue dans une école primaire qui a échangé des photos dénudées contre une partie, en tout cas une aide sur les jeux vidéo d'un jeune collégien de 13 ans qui l'aidait à s'améliorer dans le jeu vidéo, ou bien d'autres, une jeune fille de 10 ans aussi dans une école primaire en CM2 qui par exemple est devenue accro au porno après avoir vu, sans le faire exprès, des vidéos porno et dont son cerveau avait totalement divagué. Et voilà un petit peu ce genre de choses qui peuvent arriver parce que évidemment la protection des adultes est encore trop faible, la cybersécurité, nous sommes très mauvais en France et malheureusement les jeunes sont dans une spirale infernale, mais pas que les jeunes, les adultes aussi. Alors là, on va prendre par exemple Kira, 14 ans. Les parents essayent de s'intéresser, mais c'est bien trop tard, puisque Kira est dans une situation malheureusement similaire à celle de Molly. Et donc, Kira est déscolarisée, est en dépression, elle alterne les périodes de prostration et d'hyperactivité, et ça, pourquoi on a des périodes de fatigue extrême et d'hyperactivité ? Tout simplement, l'afflux massif de dopamine qui arrive par shot, tout simplement, et ce qui amène le corps à un coup être en surexcitation et un coup en fatigue pour récupérer de l'hyperactivité. En fait, c'est comme si vous mangiez des bonbons et que vous aviez en fait un coup énormément de sucre dans le sang, un coup énormément de fatigue parce qu'il n'y a plus d'énergie. Donc voilà, c'est en fait l'effet de l'insuline. Et depuis un an, les parents tentent de sortir Kira de l'abîme, mais malheureusement, ça devient extrêmement compliqué. Alors évidemment, les parents ont essayé tout simplement d'appeler British Telecom pour se plaindre, mais malheureusement, c'est pas de leur fait aux télécoms. Les télécoms, ils peuvent, et ça c'est intéressant, c'est que si jamais vous avez des enfants, pour ceux qui m'ont regardé par exemple, c'est que vous pouvez paramétrer la box internet
Et vous pouvez demander à votre fournisseur d'accès Internet de vous aider, parce que c'est quand même leur obligation, de comment paramétrer la box Internet pour couper Internet à des horaires précises pour éviter que les enfants s'amusent à faire n'importe quoi. Et oui, parce que forcément, qui dit shot de dopamine dit c'est comme si vous étiez en fait accro à la cocaïne, puisque il est évident que les amphétamines ont le même effet que l'addiction aux réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein. Par exemple, Julie Albright, professeure de sociologie à l'Université de Californie du Sud, emploie les mêmes qualificatifs pour décrire les mécanismes d'addiction à TikTok que pour le crack ou la cocaïne. Accoutumance, dès la première prise, une action psychologique comparable au jeu, avec poussée de dopamine et un abondant hypnotique. Des recherches ont montré qu'il ne fallait pas plus de 20 minutes de navigation sur TikTok pour que son algorithme commence à inonder l'utilisateur de contenu hyper addictif sur le sujet recherché. Voilà. Voilà, n'en demandez pas plus, les gens, les machines. Si vous voulez avoir une vie heureuse, va falloir maîtriser les réseaux sociaux avec la perfection. Puisque c'est comme si vous étiez accro à l'alcool, accro au jeu d'argent. Au bout d'un moment, arrive l'addiction et arrivent des gros problèmes dans votre vie. Donc, encore une fois, les écrans, ce n'est pas à bannir, c'est tout simplement pourquoi vous utilisez et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, dans quel but ? Pourquoi on a envie de se montrer ? Pourquoi on est dans l'hyper-comparaison ? Quelle est notre estime de nous-mêmes ? L'algorithme va tout faire pour trouver, et vous ne serez pas plus malin que l'algorithme. Vous allez toujours à un moment donné vous faire avoir. Donc, il est très important que vous utilisez les réseaux sociaux de manière totalement détachée, dans un but de montrer vos compétences, de les utiliser comme un outil informatique, et non pas comme quelque chose qui soit une extension de votre vie. Si vous faites ça, vous êtes complètement mort. Et certes, les adolescents, par leur manque de maturité dans leur cortex cérébral qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, donc ils sont forcément plus fragiles, mais attention, les adultes aussi. Je tiens à rappeler que les influenceurs qu'on voit aujourd'hui qui ont 20-25 ans, dans 10 ans, ces influenceurs, je peux vous le garantir, c'est comme la télé-réalité. Ils finiront en dépression parce que plus personne les aimeront. On a déjà des exemples typiques des influenceurs qui se sont déjà donné la mort parce que on devient accro à l'attention, accro à la dopamine et on se rend pas compte que malheureusement ça nous bouffe plus que de raison. Et donc Kira souffre du même problème malheureusement que Molly, et c'est pas facile d'ailleurs dans des familles. Par exemple, la semaine dernière, j'ai surpris mon aîné dans une conversation hyper technique sur la façon de circonvenir le contrôle parental d'Apple. Je vais vous dire, déjà sur un groupe de 30 élèves, il y en a 10 qui ont un contrôle parental, au collège je parle, et vous en avez 8 qui ont déjà craqué le contrôle parental, donc je peux vous garantir que si vous pensez qu'en tant que parent, il suffit de mettre un contrôle parental pour empêcher le gamin d'aller sur les écrans, vous mettez le doigt dans l'œil dans la majorité des cas. Donc, ceci est terminé pour la première partie. Si cette première partie, vous l'avez appréciée, je vous encourage de mettre un petit like et de vous abonner pour suivre la deuxième vidéo qui va suivre sur la santé, parce que on a des chiffres qui sont assez surprenants aujourd'hui. Donc, à voir la suite. N'oubliez pas, les machines, hygiène de vie drastique, et les écrans ne doivent pas venir entacher les autres activités qui sont importantes dans la vie d'un être humain. Voilà. Donc si vous voulez devenir des machines, n'oubliez pas que bien manger, bien dormir, faire du sport, avoir une activité sociale, et les écrans si vous en avez envie, mais ça doit être un plus et non pas le point central de votre vie. Y compris en tant qu'adulte, on se fait surprendre, croisez toujours les informations, ne l'oubliez jamais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'espère que ça l'est et que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve pour la deuxième partie, moi je vous dis à la prochaine, ciao.